Avec une population dépassant les 4 millions d'habitants, Dakar, la capitale du Sénégal, connaît une croissance économique fulgurante. Cette dynamique en fait une véritable terre d'opportunités pour de nombreux entrepreneurs sénégalais et africains. Parmi eux, Vision d'Afrique Consulting, une entreprise sénégalaise opérant dans plusieurs secteurs stratégiques du développement sur le continent. À la tête de cette institution, un homme de vision, Amadou Seck. Ce chef d'entreprise autodidacte, âgé d'une trentaine d'années, s'est forgé au fil des années grâce à une prise de risque constante. Son parcours illustre parfaitement l'importance de s'adapter à l'évolution du monde pour influencer positivement la trajectoire de l'Afrique sur la prospérité. Tout le monde n'est pas fait pour devenir tout le monde, entrepreneur, c'est vrai. Mais comme moi, je ne suis pas tout le monde, donc je peux devenir entrepreneur. Mais Amadou Seck ne se résume pas qu'à son succès entrepreneurial. Alors, bonjour tout le monde. Je pense que vous me connaissez bien déjà. Mon nom est Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, auteur, créateur de contenu, écrivain, expert en crypto-monnaie. C'est vrai, vous connaissez tout ça. Mais est-ce que vous me connaissez vraiment? Je pense que non. Mais à travers cette mini documentaire, vous allez savoir qui je suis. Je t'invite à regarder du début à la fin et ensuite, vous aurez l'occasion de nous donner votre point de vue sur les commentaires. Let's go. Les lumières de la ville scintillent tandis que Dakar s'éveille lentement sous un ciel encore sombre. Dès l'aube, aux alentours de 5 heures du matin, nous prenons la route en direction de Kaolack, une région située à plus de 180 km de la capitale. L'objectif, remonter aux sources d'Amadou Seck en révisitant son enfance dans son village natal. À mesure que le soleil se lève, la lumière du jour illumine notre voyage, révélant la beauté du paysage sénégalais. Après plus de 6 heures de route, nous faisons une petite pause pour nous restaurer et reprendre des forces. Au menu, une spécialité locale, de la viande de mouton cuite dans un four artisanal. Revigorés, nous poursuivons notre périple vers le département de Nioro et plus précisément Wakunguna, une localité située à environ 45 km au sud de Kaolack. Dans ce village de près de 200 habitants et entouré de nombreuses bourgades, Amadou Seck revient sur ses terres après de longues années d'absence. Dans la mémoire collective de ses oncles, il reste ce jeune homme débrouillard, respectueux et toujours présent pour sa famille. Quand il était enfant, il a grandi ici. C'était un garçon calme, respectueux et obéissant. Chaque fois qu'on lui demandait quelque chose, il s'exécutait sans discuter. Il n'a jamais provoqué de bagarre ni apporté des problèmes ici à la maison. Aujourd'hui, bien qu'il vive à Dakar, il consulte toujours sa famille avant d'entreprendre quoi que ce soit. Nous suivons tout ce qu'il fait et il reste très présent pour nous. L'éducation d'Amadou, saluée par son oncle, est en grande partie l'œuvre de sa grand-mère.
avec qui il a partagé cette modeste chambre pendant plus d'une décennie. Un petit espace, mais riche de souvenirs. C'est ici que je dormais avec ma grand-mère. Comme j'ai dit tout le temps à Dakar, moi, ma mère, Ami Diouf, je ne le considère pas 100% comme ma mère. C'est cette grande dame que je considérais comme ma mère. C'est elle qui a tout fait pour moi. Moi, je ne connaissais pas ma mère, je ne connaissais pas mon père. Je fais un jeune qui a fait plus de 10 ans sans voir son père ni sa mère. Donc, ces personnes-là, je ne dis pas qu'ils ne représentent pas rien, mais c'est l'âge où un jeune, un adolescent a besoin de ses parents que je n'avais pas ces personnes. Tu sais, quand tu es jeune avec tu es ta grand-mère, tout le monde te perçoit comme un enfant un peu gâté parce que tu es avec ta grand-mère. Mais elle avait accepté tout ça avec moi. Ici, il y avait 2 lits. Ici, il y avait un lit ici. C'est ici que je dormais. Ici, il y avait ma mère, ma grand-mère, là où vous êtes actuellement. Et de temps en temps même, je dormais avec elle dans son lit. Le Dara où j'étais, on va aller visiter. Tous les enfants qui étaient dans ce village, la plupart du temps, dormaient dans ce Dara. Mais elle n'a jamais accepté que je dors là-bas parce qu'on devait commencer les études à 4 heures du matin. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne voulait pas que je dors parce que, comme on le sait, quand il y a tout le monde là-bas, il y a des petites maladies et tout ça, qui fait partie de l'atmosphère des Dara coraniques et tout ça. Mais ma grand-mère, elle était tellement, vraiment, elle était tellement proche de moi qu'elle ne voulait pas ces arts de choses. Donc, elle représente beaucoup pour moi. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ma mère, je ne le connaissais pas. C'est ici que je connais, c'est ici que j'ai grandi. Donc, j'ai quitté ici en 2006, donc avec ma grand-mère. Donc, tout ce qu'on m'a inculqué aujourd'hui comme valeur, je peux dire que 90% vient de ma grand-mère. 90%, pour ne pas dire 100%. Quand je suis arrivé à Dakar, à ma mère, elle a juste tout complété certains trucs, certains manques, parce que j'étais toujours jeune. Mais c'est ici que j'ai grandi. Ma mère, elle avait ici derrière ce que je peux appeler aujourd'hui en petite cuisine. C'est ici derrière, mais c'était une petite cuisine pour elle. C'est là-bas qu'elle préparait des petits couscous, hein, des petits dégués, des trucs comme ça. À chaque fois que j'étais là, j'ai jamais manqué à manger ici. Dans la maison, hein, mais avec ma grand-mère. C'est pourquoi j'ai dit dans mon premier livre, quand je suis parti à Dakar, quand j'ai quitté le village pour partir à Dakar, je pensais que moi, je vais partir au paradis en quittant l'enfer du village. Mais quand je suis parti à Dakar, je me suis rendu compte que j'ai laissé le paradis à l'époque pour aller en enfer. C'est ici qu'on faisait beaucoup de choses. Tout ce qui est les jeux d'enfants, c'est ici qu'on a l'habitude de le faire. Et cette maison, maintenant, au village, il n'y a plus personne. Tout le monde est parti. Mais à l'époque, ici, il y avait du monde. Quand tu étais venu ici, à cette époque-là, il y avait des dizaines, des vingtaines de personnes. On est là en train de jouer de tout et de rien. Donc, ça représente énormément de choses. Quand on parle de cette dame, je me rappelle comme si j'étais aujourd'hui. C'est elle qui disait tout le temps non. Il nous prenait, c'est-à-dire qu'il avait un pitié pour nous. Je me rappelle très bien. Elle n'a jamais voulu qu'on ait de problème. Hein, c'est la première femme de mon oncle. Mais elle est vraiment, vraiment gentille. Quand Amadou était là, il m'apportait une aide précieuse. De mon côté, j'ai aussi fait beaucoup pour lui. Et je n'ai aucun regret. Vous pouvez en parler à sa mère, elle vous le confirmera. C'est un homme avec un grand cœur. Dès son plus jeune âge, la vie d'Amadou n'a pas été de tout repos. Marquée par des épreuves et des tensions familiales, elles l'ont contrainte à quitter la Gambie pour le Sénégal avec l'aide de son oncle. C'est en 2022 que je suis allé les chercher en Gambie. La situation était compliquée. Quand je préparais leur retour, leur père n'était pas d'accord. Il y avait de nombreuses tensions entre leurs parents qui se disputaient souvent. À l'époque, mon beau-frère voulait amener les enfants sans que ma sœur ne sache où exactement. Elle m'a demandé d'intervenir auprès de son mari. Pour obtenir son accord et amener les enfants au Sénégal afin qu'ils puissent apprendre le Coran. Finalement, il a accepté et c'est ainsi que je les ai amenés ici. Entre le 24 et le 25 avril 2002, dès leur arrivée, ils ont commencé l'apprentissage du Coran.
En septembre de la même année, leur mère est revenue aussi au Sénégal. Amadou, j'ai l'impression que cette histoire, ça t'a beaucoup ému. C'est la première fois sûrement que tu écoutes cette histoire avec autant de détails, autant de précision. Cette émotion, ça se voit, ça se lit sur ton visage. Pourquoi être aussi ému? Est-ce que c'est parce qu'il y a cette histoire que tu découvres sur toi, sur l'enfant héros que tu étais déjà, et le parcours que tu as dû traverser pour être le Amadou Seck que tu es aujourd'hui? Et aussi, est-ce que c'est parce que tu étais très proche de lui, qui a été un mentor? Parce que comme on dit, un mentor, c'est quelqu'un qui impacte positivement sur toi. Il a été un gardien aussi quelque part. Pourquoi cette émotion qu'on peut lire sur ton visage aujourd'hui? Quand je parle sur les réseaux, sur les vidéos, quand on m'invite, tout le monde le sait aujourd'hui, je ne le cache pas. J'aime bien être franc. Je ne suis pas allé à l'école française. Je n'ai pas regretté aujourd'hui parce que quand je suis venu ici, on m'a amené aussi dans l'école coranique. Mais le fait que je ne suis pas allé à l'école vient de cette histoire. Le fait que ma mère et mon père ne s'entendaient pas m'a coûté, entre guillemets, mon éducation académique. Parce que là où j'étais, j'avais la possibilité. C'était sous le point d'entrer. Mais par contre, parce que comme ils ne s'entendaient pas, ça m'a coûté. Et je vois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas à terminer ou faire leurs études correctement à cause de ça. Donc je pense que les parents, quand ils décident de se mettre ensemble, les enfants ne demandent rien. Mais la plupart du temps, c'est les enfants qui payent les pots cachés de leur rupture, de leurs problèmes qui ne leur concernent pas. Donc à chaque fois qu'on parle de ça, ça me fait un peu la peine. Pas uniquement pour moi, mais pour tous les enfants qui vivent ces genres de choses. Peut-être aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, j'ai réussi à s'en sortir. Mais il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, souvent qui sont perdus, dépression, souvent qui n'arrivent plus à rien faire à cause de ces arts d'histoire. Donc c'est pourquoi moi, ça me fait la peine. Pas moi personnellement, mais pour beaucoup de choses que je pense. La religion a joué un rôle central dans le parcours d'Amadou. L'apprentissage du Coran et l'observation stricte des textes sacrés ont façonné son humeur et son caractère humble et généreux. Mais avant de visiter l'école coranique de son enfance, nous faisons un petit détour chez l'imam du village. Ce guide spirituel garde un souvenir élogieux d'Amadou. En 2001. À son ouverture, la scolarité annuelle était fixée à 7 500 francs CFA, avant d'être augmentée à 10 000 francs CFA. De nombreuses familles avaient du mal à payer, mais malgré ces difficultés, les maîtres coraniques ont continué à enseigner avec dévouement. Amadou était un élève assidu, toujours présent et appliqué. Il a été un modèle pour beaucoup de jeunes lors de l'école coranique. Enfin, nous arrivons au Dara, l'école coranique où Amadou a découvert la religion. Cet endroit fut aussi un espace de socialisation où il a tissé ses premières amitiés. On faisait ça de 4h à 8h ici. Moi, j'étais ici, ma place. Voilà. On pourrait prendre ça. Voilà. Les gens qui ne connaissent pas vont dire que tu n'as pas d'abolissement. Ouais, c'est comme ça. Parce que pour être dans une dana coranique à l'époque, il va falloir avoir du courage. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait beaucoup d'intimidation. Vous êtes entre talibés. Ouais. Et ensuite, j'avais des amis. C'est ici que j'ai commencé à construire, comme tu as dit, avoir des amis. Des amis dans le vrai sens, qui n'ont pas dans la famille, mais des personnes que tu fréquentes, vous vous retrouvez dans un milieu. Il y a une centaine de personnes, et parmi ces centaines de personnes, il y a 2 ou 3 que tu dis ce sont mes vrais amis. Donc c'est ici que j'ai commencé ça. Quand je suis rentré ici, j'étais comme ces enfants-là. On avait le même âge, même taille, on était tous là. Il y avait une chambre à côté pour que les gens viennent dormir. Mais comme j'ai dit, ma grand-mère voulait que je dore avec elle. Et 4h du matin, elle m'accompagne pour que je vienne parce qu'elle ne voulait pas que je dore avec tout le monde.
Certaines amitiés nouées par Amadou Seck ont résisté à l'épreuve du temps. L'un de ses plus proches amis d'enfance vit toujours au village. Marié et devenu maître coranique, il transmet aujourd'hui son savoir à de nombreux jeunes. Je suis vraiment très content de sa visite aujourd'hui. Quand nous étions enfants, nous faisions tout ensemble. À une époque, Ousmane Baye cachait la chicotte et notre maître coranique nous envoyait la chercher chaque jour. Mais au lieu de la ramener, on faisait semblant de la chercher et on en profitait pour s'amuser. Aujourd'hui, nous faisons face à de nombreuses difficultés. Nous voulons achever la construction de l'école, mais il manque encore des carreaux, des fenêtres et des tapis pour la prière des enfants. Nous espérons sincèrement recevoir de l'aide et nous comptons aussi sur les précieux soutiens d'Amadou Seck. Lui, c'est un ami, un frère. On était ensemble dans le Dara coranique. À l'époque, c'était les années vraiment quand j'étais ici, là où on est passé tout à l'heure. Et aujourd'hui, il a continué ses études, il est devenu maître coranique. Le monde a besoin de chaque profil. Donc lui, son utilité, c'est d'encadrer tous ces jeunes aujourd'hui. Moi, je suis dans un autre domaine. Et aujourd'hui, quand je suis de retour ici, je vois ce qu'il est en train d'apporter. Mais avec les maigres moyens, malheureusement, ils n'ont pas d'appui, ni l'État, ni des bonnes volontés, parce qu'ils sont très reculés aujourd'hui. Et c'est pourquoi, à Vision d'Afrique, les besoins, on ne peut pas s'engager tout de suite, honnêtement, dire qu'on va tout faire. Mais on va commencer par quelque chose qui est très important, qui est l'eau. Et ils ont besoin, on ne parle même pas de robinet, mais on parle de puits. Donc aujourd'hui, au XXIe siècle 2025, on va s'engager à faire ça. Ils ont besoin des portes, je pense qu'ils vont filmer, là où les gens sont en train d'apprendre. Ils ont besoin des fenêtres, ils ont besoin des portes. Ils ont besoin des petits matelas pour les enfants. Ils ont besoin des nappes. Tout ça, nous allons en tout cas faire le maximum possible pour revenir peut-être, pour montrer les gens aussi qu'on a fait quelque chose. Et en ce moment, le moment venu, on va demander aussi toute personne qui peut apporter quelque chose pour qu'on fasse quelque chose, Inch'Allah. Donc ça me fait énormément plaisir de le retrouver encore une fois, voilà, de revenir. C'est c'est un plaisir énorme de revenir, de le retrouver ici. Après avoir passé près de 2 heures dans ce village au charme intemporel, il est temps de prendre congé. Nous pouvons enfin reprendre la route en direction de Dakar. De retour dans la capitale, nous nous rendons dans un endroit emblématique du parcours de Seck. Avant de devenir l'homme d'affaires qu'il est aujourd'hui, il a dû gravir des échelons en commençant par vendre des journaux aux côtés de sa mère, ici même dans le quartier populaire de la Casbah, un carrefour qui s'est révélé être le point de départ d'une longue course vers l'entrepreneuriat. Lorsque je suis arrivé à Dakar, ici c'est le milieu ou le carrefour que j'ai fréquenté en premier lieu. Première raison parce que ma mère, c'est ici qu'elle faisait ses petits business. Elle avait plusieurs coins. Là exactement, on n'est pas loin. Ici, là, ma mère avait une petite table où elle vendait des guets, des couscous le soir de 22h à minuit, voilà, tous les jours. Donc nous, on était obligés de venir l'accompagner à cette heure-là pour être avec elle. Donc ici, voilà, à côté là, c'est ici aussi, elle avait une petite table où elle vendait aussi des bananes, des trucs comme ça ici. Voilà. Elle vendait aussi des bananes, tout ce qui est fruits ici, parce que ce milieu n'était pas comme ça. C'était pas comme ça à l'époque. Donc il y avait voilà,
Il n'y avait pas cette innovation, que les ponts, tout ce qu'on a mis actuellement. Mais c'est ici qu'elle vendait ses bananes et tout ça. On était là tous les jours. Et moi, quand je commençais à faire du business, je ne connaissais pas ailleurs aussi. C'est pourquoi j'ai commencé ici. Donc j'ai commencé ici. Il y a un gars ici où je vendais aussi des œufs. Je mettais un petit tabouret. Comme ma mère était là toute la soirée de 17h à 20h, je mets un petit tabouret, je mets un petit bol, je mets des œufs. Je vends 75 unités. Donc ça, je l'ai fait plus de 1 an. Et le plus gros business que j'ai fait ici dans cette carrefour, c'est la vente des journaux. Les journaux là, tu peux avoir vraiment une quantité qui est un peu lourde. Souvent quand tu viens, tu peux même laisser une partie ici. Voilà, bon, c'est un peu transformé, mais c'était pratiquement ici, hein. C'était ici. Tu mets une partie, ici, voilà. Tu mets une partie et le reste, tu mets comme ça, comme ce qu'il a fait, la même chose comme ça. Et on travaille avec ça. Donc vraiment, lui, Amadou, voilà, Tonton Wele, Mergan. Donc on était ensemble. Lui, on prenait les journaux même dans le même endroit, quoi. Donc c'est-à-dire que 4 h du matin, tous les jours, parce que quand tu vends les journaux, c'est pourquoi quand on voit les gens qui vendent des journaux, il doit être vraiment une protection sociale. On se lève à 4 h du matin avec tout le risque, parce que pour prendre les journaux, là où on prend les journaux, il faut venir 4 h du matin. 4 h du matin. Quand tu viens prendre les journaux pour le vendre et tout ça, c'est très très intéressant. Et c'est ici que j'ai eu un déclic que j'ai dit sur l'une de mes vidéos. Ce déclic, c'est quoi? Si tu es là vers les samedis, tu vois beaucoup de vieux qui viennent avec leurs belles voitures. Il y a leurs enfants à côté, croiser les pieds. Quand tu leur donnes les journaux, ils le settent derrière leurs enfants et tout ça. Et à l'époque, moi, à l'époque, quand je vendais des journaux, j'ai jamais monté dans une voiture qui appartient à quelqu'un que je connais. Je ne dis même pas ma famille, mais quelqu'un que je connais. Donc je me dis que peut-être moi, mes enfants, ils ne vont pas avoir la même frustration. Donc quand je vois aujourd'hui au bureau plusieurs voitures, ce n'est pas une gloire, mais ça me rappelle de ces moments-là. J'aime bien les voitures aujourd'hui, mais ça me rappelle vraiment ces moments-là. Mais au-delà du simple métier de vendeur de journaux, Amadou Seck avait déjà un esprit aiguisé pour les affaires. Il avait développé des techniques de vente efficaces lui permettant non seulement d'augmenter ses revenus, mais aussi de fidéliser sa clientèle. Un savoir-faire qu'il partageait volontiers avec son entourage. Amadou, c'est vraiment un ami d'enfance. Nous avons eu à vivre des situations difficiles tous les deux. Je me souviens qu'il venait me chercher très tôt le matin pour qu'ensemble nous allons récupérer les journaux pour les vendre, ici même dans ce rond-point de la Casbah. C'est vraiment quelqu'un de très généreux. Il partageait avec nous beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est grâce à lui que j'ai appris à écouler facilement mes journaux. Chaque soir ou chaque jour, il me présentait de nouvelles techniques de vente. C'est quelqu'un qui avait déjà une vision incroyable. Et cette technique de vente m'a beaucoup aidé à vendre mes journaux, mais surtout à avoir un effet multiplicateur sur mes revenus. C'est vraiment quelqu'un de hyper intelligent et aujourd'hui, nous sommes très fiers de ce qu'il est devenu. J'ai appris beaucoup de choses à ses côtés et je suis très fier de l'avoir aujourd'hui comme proche, comme ami. Une autre étape importante du parcours de Seck nous mène dans un autre quartier clé de son histoire. C'est ici, à son arrivée à Dakar, qu'il vivait avec sa mère. À cette époque, l'argent manquait cruellement et les repas se faisaient rares. Quand on est arrivé ici, à l'époque, cet appartement n'était pas appartement. Aujourd'hui, c'est un appartement. Mais à l'époque, c'était des chambres partagées. Chaque chambre appartenait à une personne qui paye 15 000, 20 000 par mois. C'est une salon aujourd'hui, mais c'est cette chambre qui appartenait à ma mère. Quand nous, on était venus ici en 2006, il y avait juste tout matelas et tout, voilà, c'est ici. Donc, c'est pourquoi ma mère aussi, elle aime toujours ici. Quand on l'a donné la maison à Djemnyadjo, construit, tout est bien propre. Elle dit non, je vais mettre en location, je reste encore. Parce qu'elle a fait aussi presque 20 ans à Faya, donc... Quand tu fais 20 ans dans un quartier, donc tu aimes le quartier.
Donc elle aime bien être là. Donc sa maison à Diamniadio, elle l'a mis en location, je lui rapporte des trucs comme ça. Ce qui m'a choqué le plus, c'était qu'il n'y avait même pas de lit. Je me dis que voilà, il n'y a pas de lit, il n'y a que matelas. Ici à côté, ils mettaient des cartons. Les cartons, elle vendait des fruits, des bananes, des pommes et tout ça. Quand elle va finir le soir, ce qui restait, elle doit le mettre dans ces cartons-là. Il avait ses manières de le scotcher de telle sorte que ça ne va pas se gâter. Et tout ça, donc il y avait tout ça. Donc, et elle nous a automatiquement fait comprendre, si demain, elle ne vend pas, il n'y a pas à manger. Si elle ne vend pas pour faire une cotisation de 2000 par jour à la fin du mois, le propriétaire de la maison peut lui manquer de respect parce qu'elle ne pourra pas payer. Donc ce qui m'avait un peu motivé, ce n'était pas le fait que je l'ai trouvé dans une pièce parce que j'étais pas trop jeune, mais j'avais pas compris grand chose. C'est que comment on peut faire pour que chaque fin du mois, le propriétaire puisse recevoir son argent sans lui manquer de respect. Et voilà, comment on peut faire pour toujours manger. Et à un moment donné, il disait, le jour où je vais arrêter de travailler et continuer à manger, je ne vais pas le croire. C'était ses rêves les plus fous, c'était d'arrêter de travailler, continuer à manger sans problème. Peut-être un jour, il disait tout le temps, il ne rêvait même pas avoir une maison à Dakar. Il disait que moi, je n'aurai jamais une maison à Dakar. Il disait ça, quoi, parce qu'elle ne pouvait pas imaginer qu'il y a quelque chose. Elle ne pouvait pas aussi imaginer que, parce que quand on dit acheter une maison, 50 millions, 20 millions, 30 millions, 10 millions, donc ses imaginations les plus fous ne peuvent pas lui pousser à comprendre que ses enfants peuvent faire ça. Ce n'est pas parce qu'il sous-estime ses enfants. Mais non, 20 millions, 50 millions, c'est-à-dire que dans sa tête, elle ne peut pas comprendre ça. C'était des centaines de milliards pour elle voilà, à l'époque. Donc elle réfléchissait, elle pensait tous à ça. Donc nous, on est venus en 2006, je peux dire qu'elle nous a dit qu'une dizaine presque d'années, elle n'a jamais eu l'occasion de prendre le dîner avec ses enfants. Parce que pendant une dizaine d'années, du lundi au lundi, c'est-à-dire que 7 sur 7, elle ne connaissait pas ni dimanche ni vendredi. Elle disait même que dimanche c'est mieux parce que c'est là où les patrons viennent acheter. Donc elle ne pouvait même pas imaginer ne pas travailler. Donc ça veut dire que 7 sur 7, 11 sur 12 mois, elle travaille de 17h à 23h. Donc ses enfants, elle ne pourrait jamais manger le soir avec ses enfants. Donc elle pensait à beaucoup de choses de ça. C'est un plaisir aujourd'hui de voir que tout ça est derrière. Bien vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est comme ça, c'est ici. Et quand on était là en 2006, ma mère, avec les moyens, le repas, c'était ce qu'elle a. Pas ce qu'ils veulent, pas ce qu'elle veut donner à les enfants, non. Ce qui est à sa disposition, c'est ça qu'elle fait. Ça peut être petit, ça peut être bien, ça peut être tout ça. C'est là où j'ai vu une dame qui est son amie. Nous, on l'a retrouvée avec cette dame. ndax wax dëgg yàlla bañ fi nekkee ba léegi Amadou ba mu jógee Saloum ba ñëw fi ba tey daal. Depuis la venue de Amadou de Saloum à Dakar, j'ai perçu en lui un garçon très ambitieux. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup sa mère. deful dara ñàkk fayda uuf ay rakam liggéey jàngal leen liggéey. Il l'aidait beaucoup dans tout ce qu'elle fait. Raison pour laquelle il s'est même aventuré à partir au marché avec sa mère pour l'aider dans ses ventes. Daraw gëm seen gëm-gëmu bopp rek kon lu ñu am ba heure bi rek ñoom ñoo ko moom. Amadou, c'est un garçon qui aimait sa famille énormément, ses frères et sœurs, car il est le pilier de la famille. Raison pour laquelle sa réussite ne m'étonne pas, car il a juste récolté les fruits de ce qu'il a semé. Mbokkam waxuñu ko amoo droit wax ci mais dama am droit wax ci. Voilà, on va aller voir une dame qui a aussi joué un rôle hyper important. Cette femme jouait un rôle essentiel dans leur quotidien. Malgré ses faibles moyens, elle ne cessait de prendre des nouvelles de la famille et de partager volontiers sa ration alimentaire avec eux. Aujourd'hui, si Amadou me donnait du sable, je serais très heureuse.
C'était un enfant très débrouillard qui savait ce qu'il voulait. Sa maman et moi, on vendait au marché et les temps n'étaient pas du tout faciles. Amadou se battait bec et ongles pour ramener de quoi manger à la maison. Il vendait beaucoup de choses, des journaux, des œufs. Alors aujourd'hui, si je le vois rouler dans des grosses voitures et à la télé, c'est une fierté pour moi. Non, c'est notre maman. Vraiment, ce qu'elle vient de dire, c'est la pure vérité. Quand on est arrivé à Dakar, on ne connaissait personne. C'est elle qui nous amenait à travailler tous les jours au marché. Et ce qu'elle vient de dire, quand elle a fini de faire ses achats pour venir revendre, avant de rentrer, elle va revenir pour vérifier est-ce que tout va bien à notre niveau, parce que pour nous laisser là-bas. Donc c'est là-bas qu'on a travaillé. Tout ce qu'on a fait, on l'a fait devant elle. Et des choses qu'elle n'a pas dit, je vendais des jeux. Elle avait sa fille, elle s'appelle Salbé. C'est-à-dire que ma meilleure amie. Tout ce que je faisais là, c'est elle qui m'aidait à préparer les jeux. C'est elle qui m'a appris à faire les jeux. Quand j'achetais au niveau de marché, j'amène. C'est elle qui me disait il faut mettre du homo parce que ça va nettoyer, ça va être tellement blanc, ça donne envie les gens. Donc on a fait beaucoup de choses ensemble. Justement, Monsieur Seck, la prochaine étape, là nous sommes en route pour l'université. Ça reste un endroit assez important pour toi aussi. Tu l'as souligné et je pense que dans ton premier ouvrage et même lors de tes nombreuses conférences, tu le rappelles aussi pour montrer à celui qui ne sait ni lire ni écrire qu'on peut réussir. L'école, c'est une étape, mais ce n'est pas l'étape par excellence qui conduit à la réussite. Autodidacte, tu ne savais ni lire ni écrire. L'étape de l'université, pourquoi c'était important pour toi d'y aller et à quel moment tu as senti la nécessité d'y aller? L'université, moi je pense, ouais, c'est comme vous l'avez dit, c'est une étape très importante pour moi parce que c'est là-bas que j'ai appris, vraiment commencé à apprendre. Comme quand j'étais en train de vendre les journaux, dans cette période de vendre les journaux, j'étais en train d'apprendre à lire maintenant parce que là, j'étais obligé de dire aux gens ce qu'il y a dans les journaux, à la une des journaux. Les gens te demandent ça. Donc j'ai commencé à apprendre ça. Mais à l'université, c'est comme un enfant qui apprend à marcher, qui vient d'apprendre à marcher. Il tombe, il apprend. Mais c'est à l'université que je deviens un enfant maintenant qui sait marcher. Pas très bien, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas bien, je le sais. Mais c'est-à-dire que pour dire que vraiment j'ai un peu de notion, c'est lire A, B, C, des trucs comme ça. C'est là-bas et j'ai appris maintenant. Hormis ça, j'ai appris le vrai business. Parce que quand j'ai rentré à l'université pour travailler, j'ai quitté un monde pour entrer dans un autre monde. Parce que tout ce qu'on a déjà vu, vendre des journaux, vendre des CD, casques, tout ça, c'était juste tout le faire parce que je dois le faire pour gagner quelque chose. À l'université maintenant, je commence à comprendre, je travaille. Je suis dans une entreprise, entre guillemets formelle, avec plusieurs personnes qui ont tous des niveaux de bac, le minimum niveau de bac, certains. Parce que ce sont même les étudiants d'habitude qui finissent les études, qui viennent avec des bonnes relations, qui commencent à travailler là-bas. Donc je rentre là-bas, donc je suis obligé d'apprendre à maîtriser comment bien parler, apprendre à lire. Et hormis ça, c'est là-bas que j'ai appris à faire tout ce qui est photocopie, impression, plastification, traitement de texte, tout ça. Et l'importance de ça, ça m'a permis de lancer avec le temps ma propre multiservice en 2016. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Amadou Seck s'est essayé à de nombreux métiers, de l'imprimerie à l'informatique, en passant par la réparation des machines. Son ancien mentor et collègue de l'époque se souvient parfaitement de son arrivée sur le campus. Il est arrivé ici, en ne sachant rien de notre travail, mais comme il est du genre intelligent et du genre aussi qui a toujours envie d'aller de l'avant aussi, c'est ça qui l'a poussé à se détacher du lot, parce que quand il est arrivé, il était le dernier. Il y avait d'autres jeunes
avec qui j'étais ici en tant que le responsable. Mais lui, avec son envie, son désir de vouloir toujours persévérer, il a su se détacher facilement du lot et qu'on a commencé très vite à le confier des responsabilités beaucoup plus haut que les autres qui étaient là. Parce que lui, vraiment, à travers sa capacité et son engagement aussi, surtout l'engagement qu'il avait et la détermination qu'il avait, c'est ce qui a fait de lui aujourd'hui ce qu'il est devenu. Parce que très vite, il a persévéré. Oui, je l'ai appris très vite à manipuler l'ordinateur, à faire les photocopies, à réparer les machines. Bon, on payait beaucoup même les techniciens pour réparer les machines. Mais lui, quand il est arrivé, bon, voilà, il nous a vraiment aidés de manière vraiment très spéciale. Après plusieurs années passées à l'UCAD, Seck et ses collègues sont contraints de quitter les lieux sur décision des autorités sénégalaises. En 2015, accompagné de sa patronne, il s'installe aux HLM. À l'époque, les gens aimaient les cybercafés. Les téléphones et les connexions Internet n'étaient pas comme ça. J'ai dit à la dame, il faut mettre cybercafé quoi. D'où il vient l'idée de mettre cybercafé. Mais quand on avait décidé de venir, ce n'était pas pour mettre cybercafé. Donc on a pris ce magasin, on a mis une partie papeterie, multiservice, cybercafé. J'étais avec des jeunes vraiment dynamiques qui voulaient que ça marche. Et c'était des dizaines. Lui, voilà, lui il est là, sa famille, Malik, c'était des petits. Mais ces gens-là, on était dans le même plus ou moins génération. Seri Saliou, Léo, Abdourazak, Hassan, Adama, Petit, Léo, Massou. Donc c'était un groupe qui venait tout le temps ici. Quand ils sont finis, leur fréquentation à l'époque c'était deux, école et ici. Amadou Seck, il m'a tout appris. Je ne veux pas dire tout, mais une bonne partie des choses, il me l'a appris en informatique. On était là. Il y avait des personnes qui venaient, ils sollicitaient son aide vis-à-vis des ordinateurs. Il m'a pris sous son aile, il m'a appris certaines choses. Maintenant, quand les gens venaient, il va me mettre en rapport avec eux. Lui, il va gérer son travail. Moi, je vais faire le travail qu'il faisait. Donc, on était là jusqu'à presque 22 heures, des fois. Je passais tout mon temps ici, si je ne suis pas à l'école. Je passais tout mon temps ici. C'est un modèle, je le suis sur TikTok, sur partout, mais c'est vraiment un modèle pour moi, sincèrement. Les nombreuses réussites d'Amadou Seck dans le monde des affaires sont marquées par l'influence de plusieurs figures maternelles. Ces femmes, témoins de son ascension, ne sont nullement surprises par son succès. On n'a jamais eu de problème avec lui. Il s'est bien comporté. Il aime bien le travail. Tout ce qu'on peut dire, c'est tout ce qu'il a aujourd'hui, c'est qu'il le mérite. C'est un mérite pour lui. Il aime travailler et il sait ce qu'il a à faire. Il respecte tout le monde. Il nous considère comme ses mamans. Seck a su écouter les conseils et surtout les transformer en actions concrètes. L'idée de créer sa propre entreprise ne le quitte plus. Il décide alors de laisser la gestion du cybercafé pour s'installer un peu plus loin. C'est ainsi que Vision d'Afrique Consulting voit le jour en mars 2016, avec un capital initial de 250 000 francs CFA, 2 chaises et une table. Cet immeuble a accueilli les premiers pas de Vision d'Afrique Consulting, ainsi que les premières formations dispensées par Amadou Seck.
Tout cela a été rendu possible grâce à la confiance sans faille de sa patronne. C'est ici qu'on avait commencé les choses en premier avec multiservice. On appelait ça multiservice Vision d'Afrique. C'est ici qu'on a commencé avec tout ce qu'on avait déjà vu à l'université sur l'autre côté. C'est ici qu'on l'a matérialisé au nom de Vision d'Afrique. Et quand on était là, il y a un moment donné, la Vision d'Afrique Consulting, on l'a créé ici. Il y a un petit box en haut, d'où il vient les formations, parce qu'il y a des gens qui venaient pour me dire, Seck, on veut faire, tu aides ma femme à apprendre les trucs de multiservice. Une fois, deux fois. Et comme j'avais appris en business, tout est une question de service. On a pris en haut pour les gens qui voulaient apprendre ça, on leur apprend des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est ici qu'on m'a aidé, c'est ici qu'on m'a adopté avec mon projet que j'avais, qui était juste une idée, avec rien du tout, qu'aujourd'hui, qu'on a réussi à implanter partout en Afrique. Tout a commencé ici, dans ce box. De toutes les façons, c'est que j'ai toujours cru en lui. Je me suis jamais, j'ai jamais pensé qu'il allait se cogner la tête. Parce qu'il avait une vision trop loin, il était trop loin des gens déjà. Il était dans un collimateur, je savais qu'il allait réussir. Il me disait, je vais créer, il me consulte tout le temps, je vais créer en aujourd'hui oui pour la formation des gens. Il avait déjà une secrétaire. Je te demandais la dernière fois, est-ce que tu avais les nouvelles de Christelle Cotin, une secrétaire qui t'adressait à lui. Il avait tout fait normalement, échelle par échelle. C'est quelqu'un qui place les gens pour réussir. C'est un modèle quoi. Si tu le suis, tu regardes ses actions, ses investissements, comment il fait. Tu lis il a sorti plusieurs fois des livres. Tu prends un livre, tu lis, tu vois son passage. Il a vendu beaucoup de choses, des journaux. Moi, je l'ai vu, des cassettes, des CD et tout. Mais c'est quelqu'un à qui c'est un modèle dans la jeunesse africaine. Voici des gens à qui l'État doit appuyer à leur business. Parce que c'est un modèle à qui les jeunes, si les jeunes lui suivent, c'est une partie de développement dans ce pays. C'est ça que je veux dire. Parce que moi-même, actuellement, je suis millionnaire, je ne vais pas vous le cacher, grâce à lui. Parce que j'ai gagné plus de 75 personnes de clients qui viennent me passer des commandes à travers son réseau. Toi, tu n'es pas imprimeur, tu es mécanicien, tu passes sur son réseau, tu vas réussir. Mais pour accompagner la croissance de son entreprise, il fallait un espace plus grand. Amadou Seck décide alors de quitter les HLM pour s'installer dans un autre quartier. Là, il trouve un précieux soutien en la personne de son bailleur qui voit en lui un futur entrepreneur de renom. Séduit par son ambition, ce dernier l'aide en lui offrant par exemple une exonération de loyer. On a pu constater effectivement d'abord son sérieux. Et c'est ce qui nous a amené effectivement à l'assister, à le coacher pour qu'il réalise effectivement finalement sa première conférence, donc c'est aux Almadies, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, effectivement, on a mis effectivement le paquet, puisque j'avais la chance d'avoir effectivement la coordination des journalistes et des conseillers en communication qui sont venus nombreux, effectivement apporter effectivement leur soutien à cette activité qui était une activité nouvelle. C'était la première activité. Mais avant ça, effectivement, j'ai eu à constater effectivement la visite de partenaires étrangers qui étaient venus lui rendre visite effectivement au sein de son bureau, n'est-ce pas? Hein, des étrangers, des Européens, des Américains, etc., qui étaient venus lui rendre visite à son bureau. Et aussi, j'avais aussi vu et constaté effectivement l'apport effectivement qu'il apportait effectivement à toute une classe de jeunes, n'est-ce pas, qui avaient aussi cette envie de vouloir effectivement réaliser quelque chose. Donc nous avons un réseau en fait, un réseau qui fait en sorte qu'en matière de séminaires, en tout cas tout ce qui est réseau. Les témoignages s'enchaînent, ses partenaires soulignent son intégrité, sa rigueur et son engagement. Amadou Seck est aujourd'hui une figure inspirante pour la jeunesse sénégalaise et africaine, un modèle de résilience dans l'univers entrepreneurial. Quand je l'ai connu, une chose qui m'avait surpris,
c'est que c'était une grosse conférence dans laquelle j'étais convié. Et pendant la conférence, je suis venu et on parlait, plusieurs entrepreneurs sont intervenus et à la fin, on nous présente le promoteur de cet événement, de cette conférence. Et c'est lui qui est le conférencier et on l'annonce comme quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, qui n'a jamais mis les pieds à l'école. Et voilà. Et quand il a parlé, je dis que mais waouh, mais ce monsieur, il est quand même audacieux quoi. Imaginez à Dakar où on classe les gens par agrégation, docteur, ainsi de suite. Et puis quelqu'un qui n'a jamais été à l'école organise une conférence pour venir parler de business en ligne, des choses comme ça. Et c'est ce qui m'a vraiment marqué chez Amadou Seck. Quelques années plus tard, son niveau ne fait qu'augmenter jusqu'à Seck parle même l'anglais. En fait, l'audace de Seck est quelque chose qui m'a toujours marqué. Ça, pour toutes les personnes qui connaissent Seck, ils vont vous dire ça. Moi, je l'ai connu de très longue date. C'était les débuts, en 2019. On était très jeunes, ça fait 6 ans en arrière. On venait de se lancer sur Internet. Donc, on s'est connus dans ces événements-là comme ça, où on s'est rencontrés à cet événement, où c'est lui qui a organisé ça. À ma grande surprise, il y avait encore une autre conférence organisée par une autre personne. Je pars, il était encore là. Il a payé le ticket pour suivre ces conférences et c'était comme ça au fil des années. On est resté très proches, on a développé plusieurs activités ensemble. Il y a beaucoup d'activités avec lesquelles on a fait qui ont marché. Mais comme tout entrepreneur également, la dose c'est que vous fassiez également certaines activités qui n'ont échoué. Mais malgré tout ça, on est toujours resté ensemble. On a toujours travaillé ensemble jusqu'à aujourd'hui. Et c'est qu'aujourd'hui, c'est un frère pour moi. Nos épouses, moi, ma femme et sa femme se connaissent bien, c'est devenu nos enfants se connaissent, c'est devenu vraiment une famille. Seck et moi, c'est carrément une famille aujourd'hui et c'est surtout ce que je tiens de lui, c'est l'audace de la personne. Et en termes de projection, moi, quand je dis très souvent, je parle de Seck aux gens, je leur dis qu'il n'y a pas de raison que Seck, dans les années à venir, fasse partie des meilleurs entrepreneurs africains. Parce qu'on dit l'audace a du génie et de la magie et ça explique spécialement, ça explique vraiment qui est Seck. L'audace, si l'audace a un nom, c'est Amadou Seck. Amadou, c'est quelqu'un qui a compris que le vrai leadership, ça commence par l'acquisition du savoir et multidimensionnel. Et je ne parle pas d'un savoir qui te fait penser que tu es au-dessus des autres. Amadou dégage une humilité exceptionnelle. Amadou dégage une simplicité légendaire. Amadou passe presque inaperçu. Mais là où il passe, il draine des foules, il draine des masses, il est en train de paver sa trajectoire. Il a compris qu'avec un œuf, on peut faire un bœuf. Mais Amadou, c'est quelqu'un qui a compris qu'il n'y a que le mérite, le travail assidu, régulier, ponctuel. Il n'y a que la détermination, le sérieux et l'engagement qui payent. Ça, Amadou l'a compris assez tôt. Des petites et moyennes entreprises, peut-être pour les entrepreneurs. À travers Vision d'Afrique Consulting, Amadou Seck a formé et accompagné de nombreux entrepreneurs grâce aux formations proposées par son entreprise, a inspiré les jeunes Africains et les orienter vers la création d'entreprises, telle est sa mission. Il est hyper vraiment travailleur. Ça, c'est quelque chose, en fait, l'une des qualités que j'ai remarqué avec lui, c'est quelqu'un qui met le travail devant toute chose, qui croit aussi au travail et aussi à la formation. Si aujourd'hui je me forme tout le temps, je lis surtout, c'est grâce à lui. C'est quelqu'un vraiment qui t'inculque des valeurs, qui vraiment te motive à chaque fois. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai plus de 600 000 abonnés sur les réseaux sociaux et ça, c'est grâce à lui. C'est lui qui me boostait tout le temps, continue la création de contenu, on va vers ce monde. Et il me le disait il y a plus de 3 ans. Et aujourd'hui, tout ce que je fais, je peux dire, si mon business tourne, c'est à cause de lui, c'est grâce à lui, je vais dire. Donc c'est quelqu'un vraiment que je respecte, que j'estime, quelqu'un avec qui tu apprends tout le temps. Je ne saurais déjà lui dire merci parce que c'est grâce à lui que j'ai eu le courage de faire tout, de créer mon entreprise, de former plus de 1500 personnes aujourd'hui. Donc il y a pas mal de choses que je sais faire aujourd'hui, je peux dire que je l'ai appris avec lui. Aujourd'hui, si on est jeune Sénégalais, parfois on a tendance à croire qu'on ne peut pas développer un esprit d'entrepreneur. Mais lorsqu'on a eu à côtoyer Amadou Seck, il a totalement changé la vision que nous avions dans le monde des affaires. C'est un très grand leader et également un homme qui inspire vraiment les jeunes sur le monde entrepreneurial. Aujourd'hui, grâce aux formations que j'ai eu à faire là-bas, j'ai développé des compétences sur la création de contenu, notamment sur comment aujourd'hui vous pouvez vous faire énormément d'argent grâce à Internet.
Et aujourd'hui, c'est le réseau que j'ai eu à acquérir ou bien les gens à qui j'ai eu à connaître dans son entreprise qui m'ont permis aujourd'hui de pouvoir développer mon entreprise. Aujourd'hui, Vision d'Afrique emploie plus d'une trentaine de personnes entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. L'entreprise dispose de salles de formation modernes, équipées des dernières technologies. Ses employés le décrivent comme un patron ouvert et accessible, mais rigoureux lorsqu'il s'agit de faire la gestion financière. En d'autres termes, lorsqu'il s'agit de compter l'argent. Tous gardent en mémoire l'impact de leur première rencontre avec lui. Alors, il y a une histoire qui m'a beaucoup marquée. Je me souviens le jour où on partait à l'Institut français. Il y avait un jeu concours et il y avait énormément de personnes. Moi, j'étais déjà stressée, surtout avec la moto qui passait tout son temps à être tombée en panne. On se relève, on refait, et donc du coup, on est venu un petit peu en retard. Mais malgré tout, il y avait énormément d'entrepreneurs pour présenter leur projet, faire un speech. À un moment donné, il devait passer, donc on l'a mis en dernière position. Tout le monde est passé, c'était super. Mais je voyais qu'il était un peu stressé. Mais après, il m'a dit que tu vas voir comment je veux leur faire montrer que je suis fort. Et c'est en ce moment-là que je me suis dit que son ambition et sa persévérance dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose qu'il a commencé comme disons, qu'il lui est venu comme ça. Mais c'est quelque chose qu'il a toujours voulu et entreprendre et aussi arriver au bout de ses rêves. Aminata Diallo. Aujourd'hui, il a atteint ses rêves, mais loin de s'arrêter. Amadou Seck continue d'innover. Conférencier de renommée internationale, il reste proche de ses collaborateurs et partage régulièrement ses conseils et stratégies de réussite sur les réseaux sociaux. Déterminé, il demeure un homme d'affaires visionnaire. Ça va bien, My bureau. Monsieur Seck, aujourd'hui, vous êtes connu sur le plan national, donc dans votre pays d'origine, le Sénégal, mais à travers le monde aussi, parce que on va en parler, hein, on vous voit partout, vous donnez des conférences, que ce soit à Dubaï ou encore au Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, bref, un peu partout à travers l'Afrique et à travers le monde. Mais c'est parti d'un élément assez intéressant, c'est la crypto-monnaie. Comment le premier contact avec cette crypto-monnaie-là, au point de développer aujourd'hui des formations à Vision d'Afrique? Oui, la crypto-monnaie, moi, le contact, c'était en 2018. Je pense qu'on est passé là-bas, là où j'ai créé Vision d'Afrique, là où il y avait vraiment le multi-service de Vision d'Afrique, les premiers bureaux de Vision d'Afrique. Quelqu'un qui m'a dit que c'est que tu travailles beaucoup. Il a observé que moi, j'ai travaillé du lundi au samedi de 8h à 23h et tout. Il m'a dit qu'il y a quelque chose qui peut te permettre de gagner beaucoup d'argent, aller plus vite. Faites la crypto-monnaie. Donc, je ne connaissais pas grand-chose, mais comme il m'avait dit, tu peux gagner beaucoup d'argent, ce qui m'avait motivé. J'ai appelé deux amis, Aliou Ndiaye et Amadou Alikan. Je leur ai dit, écoutez ce qu'on est en train de m'expliquer. Bon, ils ne sont pas convaincus. Pourquoi je l'ai appelé? Parce que je pensais qu'ils sont à un niveau qui pourrait mieux permettre de comprendre. Bien vrai que mes amis m'ont un peu dissuadé de ne pas faire, mais cette goût de risque me dit que voilà, allez-y, tu n'as rien à perdre.
Je suis parti, voilà, l'entreprise était au niveau de Sacré-Cœur à l'époque. Je suis parti, j'ai investi mes premières sous, 160 000 à l'époque, sur Bitcoin avec mon compte blockchain. 2-3 mois plus tard, mon argent s'est multiplié par 2. Et là, je me suis dit que peut-être il y a beaucoup de choses à chercher, beaucoup de choses à creuser dans cet univers. Et avant de faire ça, j'ai décidé de récupérer une partie pour être sûr que la sauce est concrète. Quand je suis parti là-bas pour récupérer, on m'a donné l'argent. J'ai récupéré une partie et il restait une partie sur mon compte. Et pour partir, il y a des jeunes qui étaient là-bas aussi qui m'ont dit « Mais pourquoi tu veux retirer l'argent et garder? L'argent, on doit l'investir. » On m'a parlé d'un autre business là-bas d'investissement à l'époque qui s'appelait l'IEP Limal. Donc, je me dis, comme ils m'ont parlé d'un business, en moins de 2 mois, ça m'a permis de me faire x2. Donc, s'ils m'ont dit un autre business aussi, peut-être c'est vrai. Et à l'époque, tous les business qui tournaient autour d'Internet m'intéressaient beaucoup. J'ai investi encore dans ce business. En tout cas, bref, depuis ce jour-là, 2018, je ne peux plus dire la date exacte, mais la seule chose que je sais, c'était fin 2018. Jusqu'à aujourd'hui, je suis dans la crypto et tous les jours, j'essaie d'apprendre quelque chose dans ce secteur d'activité. En 2021, le marché a explosé. Je ne savais pas c'est quoi un bull run, je ne savais pas c'est quoi un halving, mais j'ai eu la chance d'être, comme on dit, au bon moment, au bon endroit. Donc, c'était 2021, l'explosion de Dogecoin. J'ai gagné pour la première fois 17 000 $. J'ai gagné avec Solana plus de 50 000 $, etc., etc. Donc, c'est parti comme ça et j'ai payé beaucoup de formations. Je suis parti. Moi, mes premiers voyages à Dubaï, c'était pour aller me former en crypto. Donc, en 2021, j'ai commencé maintenant à partager mon petite expérience dans ce domaine sur les réseaux sociaux, jusqu'à aujourd'hui, voilà, comme vous le dites, partout. Certains pays, c'est moi qui pars organiser les conférences. D'autres, on m'invite pour venir participer. Et en parlant justement de ces conférences-là, on va rester sur Vision d'Afrique parce qu'aujourd'hui, c'est une entreprise très connue de par ce que vous proposez, mais surtout par ses formations, parce que vous êtes certes axé sur la monnaie virtuelle, donc la crypto-monnaie, mais quand on vient à Vision d'Afrique, en fait, les formations sont beaucoup plus larges et diversifiées. Et pourquoi avoir opté pour diversifier ces formations? Oui, parce que je me suis rendu compte avec le temps que être dans la crypto ou être dans le trading comme moi ne suffit pas. Il faut beaucoup d'ingrédients. Et là, j'ai compris avec le temps, la réussite, le succès, c'est plusieurs ingrédients réunis qui donnent vraiment le déclencheur de réussir dans X domaine. Et je me suis rendu compte que l'échec, c'est plusieurs facteurs réunis qui donnent vraiment l'échec fatal. Et être dans la crypto sans maîtriser le développement personnel, sans maîtriser les techniques de vente, sans maîtriser l'éducation financière, ça ne sert pas à grand-chose. L'un des plus grands traders au monde depuis ces 2 derniers siècles, il s'appelle Jesse Livermore. Jesse Livermore a gagné plus de 100 millions de dollars à l'âge de 50 ans, après la crise financière de 1927. Et à l'âge de 60 ans, le mec s'est suicidé, suicidé, parce qu'il n'avait plus d'argent. Donc, ce qui manquait à ce mec-là, ce n'est pas les compétences en trading, ce n'est pas de gagner de l'argent. Je te dis plus de 100 millions de dollars. Ce qui manquait à ce monsieur-là, c'était les compétences financières, l'éducation financière. Comment gérer 100 millions de dollars? Aujourd'hui, un trader, s'il n'a pas une bonne éducation financière, il peut gagner 100 millions de dollars et être ruiné dans les mois ou dans les années à venir. Donc, tous ces éléments-là, on a compris l'importance. C'est pourquoi on a décidé. Et avec l'apprentissage, matin, midi, soir, j'apprends, je lis des différents bouquins qui n'ont rien à voir avec le trading et la crypto. Bien vrai que le trading, la crypto est mon domaine de spécialisation. Mais quand je lis 2-3 bouquins qui n'ont rien à voir avec le trading, et je vois l'importance et ce que ces livres m'ont inculqué, moi, j'ai ce sentiment de redevabilité, d'obligation de le partager. Et c'est pourquoi à Vision d'Afrique, quand tu viens, il y a des formations en dev perso, en business en ligne. Et moi aussi, je fais la création de contenu. Donc, j'ai 80% de mes activités tournent autour d'Internet. Donc, je me dis que je vais partager tout ça avec la communauté. Et ensuite, la demande continue à augmenter sur d'autres choses. Les gens qui veulent faire permis de conduire, on en est en partenariat avec l'État. Les gens qui veulent faire des bourses d'études, on en est en partenariat avec des écoles. Donc, avec le temps, ça grandit comme ça et c'est comme ça que je suis venu à Vision d'Afrique.
Avec le temps, ça grandit, mais avec le temps, ce qui grandit aussi, c'est votre communauté, c'est surtout vos partenaires, ils sont nombreux, il y a plusieurs collaborations, vous passez limite près de 2 minutes au téléphone par jour parce que vous êtes immensement sollicité. Cette vision de Vision d'Afrique, vous l'avez matérialisée aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait, ce retour de ces partenaires qui sont toujours présents pour vous, mais qui ne cessent de vous solliciter, qui ne cessent de solliciter les services de Vision d'Afrique, en l'occurrence, vous, M. Seck? Je donne toujours un exemple très terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Imaginez quelqu'un qui est au niveau de premier étage et quelqu'un qui est au niveau de 14e étage. Si celui qui est au premier étage tombe et celui qui est au 14e étage tombe, là où c'est plus risqué. C'est-à-dire que quand tu es au premier étage, si vous tombez, automatiquement tu peux te relever ou bien on peut t'aider à te relever. Au pire des cas, tu peux aller à l'hôpital, il y a une petite fracture, on peut gérer ça. C'est lui qui est au premier étage. Celui qui est au 14e étage, s'il tombe de 14e étage, il y a une forte chance qu'il ne va plus s'en sortir. Donc le business, c'est exactement de la même manière. Si quelqu'un n'a pas cette perception du business, il ne va pas comprendre. Quand tu viens de commencer, tu es sur le début, tu te cherches, tu peux taper poteau, comme on dit à Abidjan, mais tu peux encore sortir, trouver un moyen pour marcher. Tu peux tomber, tu peux encore... Ça m'est arrivé. J'ai fait les CD, je me suis fait arrêter, j'ai tout perdu. Mais qu'est-ce qui se passe? Je recommence. Je vends des journaux. Ce n'est pas marché comme je le souhaite. Je trouve, comment il s'appelle, université. Je pars. Mais là, parce que tu es au premier étage, à chaque fois que tu tombes, tu peux te relever. Mais quand tu es au 14e étage, si vous tombez, il y a une forte chance que tu ne pourras plus te relever. C'est pourquoi Cristiano Ronaldo, j'adore ce dicton qui dit que monter, ce n'est pas compliqué, mais rester au sommet, c'est ça qui est compliqué. Donc, il y a beaucoup de travail. Donc, tout le travail que j'avais l'habitude de faire, aujourd'hui, je fais le double, je fais le triple en matière d'apprentissage, de l'éducation, d'être un peu attentif sur beaucoup de choses pour continuer à satisfaire. Parce que pour même les partenaires, imaginez quelqu'un qui vient de démarrer, on ne le fait pas trop confiance. Si on le confie quelque chose, il ne risque pas grand-chose. S'il ne marche pas, on dit « Ah, c'est les jeunes ». Mais quand tu essaies de monter, arriver à un certain niveau, toute personne qui va te confier, même si on te confie quelque chose qui n'est pas bien, si ça ne marche pas, on dit « Non, il m'a déçu ». Donc si tu vois tous ces éléments maintenant, tu fais beaucoup d'attention, tu apportes de temps en temps, mais il n'y a que le travail, on continue à travailler et espérons qu'on va continuer à satisfaire ses partenaires. On n'est que sur le début de cette aventure par rapport à nos visions, comme beaucoup de personnes l'ont dit, par rapport à nos ambitions, nos objectifs dans cette planète. Je peux vous dire qu'on n'a même pas encore réalisé 1% par rapport à mes ambitions. Et est-ce que du coup, Vision d'Afrique n'a pas de limite? La vision, elle est plus grande? Oui. Aujourd'hui, Vision d'Afrique ne peut pas avoir des limites parce que c'est le nom même. Vision d'Afrique. Quand je l'ai créé, mon objectif, c'était que l'entreprise soit présente partout en Afrique. L'entreprise fait partie des entreprises qui représentent l'Afrique sur les compétitions mondiales. Si on dit, voici l'une des plus grandes entreprises en Asie, l'une des plus grandes entreprises en Europe, l'une des plus grandes entreprises aux Amériques, aux États-Unis, Amérique d'une manière générale, on doit parler aussi l'une des plus grandes entreprises de l'Afrique. Moi, je veux qu'en ce moment-là, quand on va citer ces 5 entreprises, Vision d'Afrique soit figurée. C'était toujours mon objectif. On est loin de cet objectif. On a vu les entreprises qui sont en train de faire des miracles en Afrique, mais on ne va jamais baisser les bras. Tant qu'il nous reste une seule souffle dans cette terre, on va continuer à travailler comme ça. C'était votre leitmotiv aussi, parce que je rappelle que Vision d'Afrique est certes installée au Sénégal, mais Vision d'Afrique existe également en Côte d'Ivoire, à Abidjan. C'était important pour vous justement d'avoir ce rallongement-là de Vision d'Afrique sur le continent, notamment dans la zone, dans la sous-région? Oui, exactement, bien sûr. Bien sûr, parce que je me dis une chose. Les Américains ou les Français ou les Européens d'une manière générale, souvent, moi je dis, ils ne sont pas plus intelligents que les Africains. Sauf que leur champ de possibilités est plus large. Les Africains d'habitude aiment se limiter. Ah, moi, je suis Sénégal, je me limite à Dakar, 550 mètres kilomètres carrés, mais à 5 millions d'habitants. Tu ne peux pas avoir une force de frappe avec quelqu'un
qui compte sur 300 millions d'habitants aux États-Unis. Aujourd'hui, en France, si maintenant, nous, on veut être plus fort, avoir plus de champs de possibilités qu'un Américain ou un Chinois qui compte des milliards de personnes, il faut compter sur l'Afrique. Parce que quelqu'un qui quitte New York pour aller en Miami, ou quelqu'un qui quitte Las Vegas pour aller au Bronx, il fait plus de distance qu'un Sénégalais qui quitte le Sénégal pour aller à Abidjan. Et là, c'est normal. Donc moi, automatiquement, je voyais les choses dans cet angle, ce qui fait qu'aujourd'hui, au Cameroun, je reçois de l'argent pour être honnête, j'ai installé mes choses pour permettre que mes champs de possibilités soient encore beaucoup plus larges. Et l'Afrique, c'est l'Afrique. Voilà. Si aujourd'hui, moi, un Ivoirien, un Burkinabé part à Dubaï ou aux États-Unis, on ne va pas nous distinguer à Ivoirien, Burkinabé. On dit, ah ouais, welcome, you come to South Africa. Tout le monde est africain, point barre. Donc moi, dans cette logique que je vois vraiment Vision d'Afrique, et on est sur le début, et mon objectif, c'est que l'entreprise soit installée un peu partout en Afrique et soit compétitive dans le secteur du business, de l'entrepreneuriat mondial. Voilà, si on dit entreprise Apple aux États-Unis, on dit Louis Vuitton de Bernard Arnault en Europe, Louis Vuitton. On parle de Samsung en Chine. Je veux qu'on parle de Vision d'Afrique, de l'Afrique. Travaillez dur, M. Seck. Vous l'avez dit, on l'a vu tout au long de ce documentaire, les sacrifices évidemment que vous avez eu à mettre en avant. Vous êtes parti de rien. Effectivement, on peut le dire, même si c'est une phrase qui peut parfois sonner mal dans la compréhension de beaucoup de personnes, en disant on part nécessairement de quelque chose, mais vous êtes vraiment parti de rien. Une simple idée est devenue aujourd'hui un gros projet qui aide l'Afrique, à travers Vision d'Afrique en l'occurrence. Est-ce qu'à un moment donné, quand vous avez commencé dans l'entrepreneuriat au Sénégal, vous êtes senti un peu délaissé par les autorités? Alors, on n'est pas là pour faire un procès contre les autorités, mais l'entrepreneuriat, c'est le fer de lance aujourd'hui de l'économie sénégalaise, de l'économie africaine, j'ai envie de dire. On incite les jeunes à aller entreprendre. Vous le faites à travers les formations que vous donnez, que vous dispensez à Vision d'Afrique, à travers les séminaires que vous organisez partout à travers le monde aussi. Vous avez organisé récemment un séminaire au Sénégal. Est-ce qu'à un moment donné, l'entrepreneuriat, pour vous, vous avez senti que vous étiez un peu délaissé par rapport aux autorités qui sont naturellement censées être le moteur, vous accompagner dans ce que vous voulez mettre en place? Exactement. On dit souvent dans la vie, chacun doit faire ce qu'il doit faire. Et comme disait Kennedy, avant de demander ce que ton pays peut faire pour toi, pose-toi la question ce que tu peux faire. Moi, je suis toujours dans cette optique de faire tout qui est à mon pouvoir pour participer, apporter ma pierre à l'édifice de cette autonomisation des jeunes que les gens sont en train de travailler. Je suis très fier de voir aujourd'hui, avant-hier, il y a 2 jeunes qui sont venus, qui étaient avec moi pendant 2 ans, qui me disent que Dieu merci, ils sont là en train de me remercier jusqu'à pleurer, ils ont créé leur entreprise. Donc je n'attends pas grand-chose, comme vous l'avez bien dit, on n'est pas là pour faire le procès de personne. L'essentiel, nous, on est en train de faire le peu qu'on peut faire. Sur ces 2 dernières années, je peux vous dire plus de 1000 personnes ici au Sénégal formées, sans compter les séminaires, parce que nos séminaires, l'État peut vérifier, parce qu'on ne le fait pas en privé, on le fait en public. Au niveau de Radisson Blu, ils sont les archives, les photos. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un grand événement dans ces hôtels, ils vont enregistrer, ils vont informer les renseignements généraux, on sait comment ça se passe et tout. Donc on ne fait pas quelque chose qui est caché. Donc ils ont la possibilité de savoir ce qu'on est en train de faire. Donc maintenant, bon, nous, ça ne nous empêche pas de continuer. Voilà, et parce que moi, je ne peux pas dire les jeunes, ne comptez sur personne. Moi, je ne peux pas dire les jeunes, ne comptez pas sur vos parents, ne comptez pas sur l'État, travaillez, battez-vous pour s'en sortir. S'ils le font, Dieu merci. Mais s'ils ne le font pas, ça ne doit pas vous empêcher de réussir. Donc, et venir, moi, faire le contraire. Donc, je n'attends rien. Je le dis en public, je n'ai jamais eu de soutien, que ce soit technique ou financière, de l'État. Je serai fier de moi le jour où j'aurai ces 2. La première, c'est des universités qui enseignent les gens gratuitement en Afrique, où moi je pouvais, participer sur les matières que les gens vont apprendre. Parce que quand je crée moi mon école universitaire, dire les gens venez apprendre gratuitement, je pouvais aussi dire je voudrais que telle matière soit introduite, telle matière soit supprimée, etc. Pour que les gens apprennent des choses pratiques.
la seule chose qui peut permettre les gens d'aller loin, de compétir dans le monde, c'est l'éducation. J'aime bien les églises, j'aime bien les mosquées, je suis un religieux pratiquant. Mais si j'avais des milliards aujourd'hui, j'investirais sur l'éducation des jeunes Africains. Les enfants de ces imams, les enfants de ces pasteurs ont besoin d'être des génies dans le domaine de la technologie, de cybersécurité, de beaucoup de choses qui contrôlent, qui dominent le monde aujourd'hui. Et je ne vois pas encore ces genres de choses. Donc c'est la première chose qui pourra me vraiment rendre fier un jour. Et il fait partie aujourd'hui de mes objectifs les plus grands objectifs, créer des écoles. Et deuxième chose, je travaille sur des projets, des plateformes et des applications que peut-être dans les jours à venir, les gens vont avoir les informations. Et j'aurais bien aimé que ces applications fassent partie des applications les plus utilisées dans le monde, pour ne pas dire uniquement l'Afrique. Et je pense qu'on va mettre les moyens pour que ces applications que nous allons mettre à plateforme, pour faciliter certaines choses, qu'on voit qu'il y a beaucoup de problèmes à beaucoup de personnes. Et à partir de là, je pourrais dire qu'on a accompli beaucoup de choses. D'un petit bureau avec 2 chaises et une table à une entreprise qui façonne l'avenir entrepreneurial en Afrique. Amadou Seck incarne cette résilience qui transforme les défis en opportunités. Mais pour lui, ce n'est que le début. Car, comme il aime bien le répéter, le succès n'est pas une destination, mais un voyage.